On va parler donc aujourd'hui fiabilité du DPE, impact des données sur l'étiquette et la rénovation. C'est une conférence co-organisée. Merci beaucoup avec ADX. Alors, vous voyez le programme de ce trimestre sur lequel on a travaillé aussi en mars. On a fait beaucoup de conférences sur le diagnostic. Puis il y en aura deux autres conférences en juin, notamment un sur le diagnostic réussir l'audit énergétique obligatoire et une autre en novembre sur contrôle de fin de chantier. Merci à vous, ADX. Groupe Podelia et Sidiane d'être avec nous sur ces conférences. Alors, je vous dis bonjour tout de suite. Merci Julien. Donc, vous êtes directeur commercial d'X Group. Bonjour Julien. Bonjour. Quentin Sureau, vous êtes responsable études thermiques d'X Group. Bonjour Quentin. Bonjour. Ensuite, Coralie Debier, vous êtes experte diagnostic immobilier au sein de Podelia. Bonjour Coralie. Bonjour. Un grand plaisir d'avoir un maître d'ouvrage avec nous. Et puis enfin, Philippe Sell, vous êtes directeur technique de Sidiane. Vous avez plusieurs casquettes, Philippe, mais vous serez là avec nous en tant que directeur technique de Sidiane. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Voilà, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire sur l'ouverture de cette conférence. On va tout de suite commencer. Je vais arrêter mon partage puisqu'on va parler et le public nous rejoint. Fiabilité du DPE, impact des données sur l'étiquette et la rénovation. Et donc on avait dit qu'on commencerait avec un petit PowerPoint, un petit Google Slide. Et je crois que c'est Julien qui va commencer à le partager. Voilà, on arrive, on a tout. Merci Julien, on voit bien l'écran, hein, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais présenter déjà sommairement l'entreprise ADX Group. Nous sommes un bureau d'études de l'existant et notre vocation tourne autour de trois piliers qui sont la sécurité, l'éthique et l'environnement. La sécurité, c'est la santé et la sécurité et au travail et aussi à la maison. L'éthique, c'est la transparence de la société dans sa communication et le développement de compétences de nos collaborateurs. Et enfin, l'environnement, c'est le repérage des polluants au sens large et l'optimisation de la gestion et de l'entretien du bâti, dont le DPE est une brique, mais aussi l'audit énergétique et toute la partie conseil qui va avec. Et donc, le contexte global du DPE, et notamment de sa refonte, ce sont les accords de Paris, où on a un objectif de neutralité carbone en France en 2050. Et le secteur résidentiel tertiaire représente 18% des émissions de gaz à effet de serre, 12% pour le seul logement. Donc l'enjeu, il est là pour le DPE tel qu'on va l'aborder aujourd'hui. C'est 12% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, la loi climat et résilience, visant à lutter contre le dérèglement climatique, a apporté une notion de priorisation sur les passoires énergétiques. À date, les passoires énergétiques, c'est les logements qui sont classés en F et G. Le E sera ajouté incessamment sous peu. Et donc, ça concerne environ entre 4 et 5 millions de logements en France, les passoires énergétiques à date, dans la définition que la loi climat et résilience a donné. Et donc, il y a trois axes qui sont les obligations réglementaires, notamment les interdictions de louer à échéance, la planification de travaux, ça c'est pour la partie copro, notamment avec le plan pluriannuel de travaux. Et puis, parce qu'on est aussi une société qui fait du repérage amiante avant travaux, qui dit travaux dit protection des occupants et protection des salariés pendant la période de travaux, notamment au regard de l'amiante et du plomb. Donc, les grandes dates en ce qui concerne le DPE, ça a été le gel des loyers pour commencer. Et puis, depuis le 1er janvier de cette année, ce qu'on appelle le G d'essence, les DPE dont la note est G avec plus de 450 kWh par mètre carré par an de consommation sont interdits à la mise en location.
Et progressivement, on voit que sur la partie location, 2025, tous les G, 2028, les F et 2034, les E seront interdits à la mise en location. Et pour la vente, on a l'apparition en 2023 de l'audit réglementaire quand on est en passoire énergétique. Et cet audit s'étendra au E en 2025 et au D en 2034. Donc, on voit qu'il y a un lissage dans le temps, effectivement, deux contraintes, mais deux contraintes accompagnées de préconisations et de conseils pour sortir de la passoire énergétique et pour éviter les interdictions de louer, mais surtout pour massivement réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la part logement en France. Juste une petite précision, Julien, sur l'audit réglementaire, Oui. si on revient juste sur la diapo. L'audit réglementaire, ça concerne les maisons individuelles, hein, c'est ça, c'est les Tout à fait. monopropriétés, hein, c'est ça. Les monopropriétés, donc majoritairement des maisons individuelles, mais on peut avoir en monopropriété un petit immeuble avec de logements dedans. Si c'est de la monopropriété, ça va rentrer dedans. Donc c'est effectivement la monopropriété sur l'audit réglementaire. Et par contre, pour les copropriétés, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux, on a la partie DPE, mais le plan pluriannuel de travaux projette des travaux d'amélioration sur 10 ans. Donc, même s'il n'y a pas encore d'éléments contraignants aujourd'hui pour faire les travaux à l'échelle de la copropriété, on voit bien qu'il y a des démarches qui sont engagées. On voit de plus en plus de copropriétés qui nous sollicitent et qui sollicitent toute la profession pour au moins avoir le point de départ et savoir sur quelle base ils vont devoir étudier leurs travaux d'amélioration. Et l'autre part qui fait suite au DPE sur les préconisations de travaux, puisque le DPE fait des préconisations de travaux, mais ne permet pas l'obtention évidemment de subventions et n'a pas le niveau de finesse d'un audit énergétique. C'est effectivement l'audit énergétique qui va suivre, pas que réglementaire, on a tout un tas d'audits énergétiques qui va concerner à peu près tout le bâti, c'est-à-dire qu'on va le retrouver aussi bien dans le tertiaire que dans le logement, mais qui va permettre effectivement de projeter différents scénarios de travaux et en fonction du cas de figure aussi aller regarder les travaux, à aller mettre en face des obligations réglementaires, puisqu'on a parlé pour le locatif logement d'interdiction de louer, mais dans le tertiaire, on a le décret tertiaire avec des obligations de réduction sur les 30 prochaines années des consommations. Donc, on a plusieurs types d'audits en fonction des cas de figure. On reviendra dessus, notamment avec Quentin, qui s'occupe de la partie de thermique chez nous. Et donc, c'est un sujet d'actualité. Donc, j'ai évidemment dressé de manière très succincte l'environnement dans lequel on se situait. J'ai vu qu'il y avait déjà un certain nombre de questions. Le but, c'était d'être très succinct. On va rentrer dans le détail, évidemment, dans l'heure qui suit. Mais voilà, en gros, la nature de notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc cher public, merci à vous, Julien. Cher public, posez vos questions. On a prévu un temps pour répondre à ces questions, puisqu'on est ensemble pendant une petite heure et demie, maintenant 1 heure et quart. On prendra une vingtaine de minutes pour répondre aux questions et pour échanger avec vous, cher public. On avait dit, Philippe, que vous continueriez sur ce sujet parce que effectivement, Julien, je parle pour vous, à vous quatre, on voit que l'importance de la fiabilité du DPE, puisque finalement il y a des effets de seuil, hein, de limite qui contraignent en termes d'audit, qui contraignent en termes de travaux, de location. Et donc la question c'est comment fiabiliser ces DPE, puisque c'est un enjeu important. Alors je sais que Philippe, chez Sidian, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Avec Sidian, on travaille activement sur la fiabilisation du DPE. Comment on fait? On est
On est Peut-être on est pour rappeler Philippe Sidiane en deux mots. Oui, Cydian. Donc Cydian, c'est une fédération de diagnostiqueurs immobiliers qui a été créée il y a 1 an et demi par des acteurs qui ne se retrouvaient pas dans les deux fédérations de diagnostiqueurs immobiliers aujourd'hui, qui étaient existantes. Donc ce sont les acteurs des acteurs de grosses entreprises, grosses structures en général qui sont chez Cydian, mais pas que. Il y a d'autres sociétés de plus petite envergure qui complètent Cydian, et c'est une bonne chose. Et donc on a un axe sur la partie énergie qui nous préoccupe aujourd'hui, et donc la fiabilisation du DPE. Donc on travaille régulièrement avec la DHUP, même en continu, j'ai envie de dire. On a les projets d'arrêté sur la compétence qui sont en cours, qui vont vraisemblablement être modifiés d'ici une dizaine de jours, suite aux actions qui ont été menées. Parce que oui, en effet, le DPE est très controversé, il est souvent dans les médias actuellement, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que c'est une poignée de diagnostiqueurs qui vont à l'encontre des règles. Euh, il faut pas faire faut pas faire un amalgame de tout ce qui est fait, tout ce qui est produit dans les journaux, mais voilà, pour information, ce qui est prévu pour l'instant, avant le dernier projet d'arrêté qui va apparaître d'ici une dizaine de jours, c'est un renforcement de la formation où on va multiplier par 6 le temps de formation du diagnostiqueur immobilier, avec de la formation initiale, de la formation continue tous les ans, avec des contrôles sur ouvrage a priori, des contrôles sur ouvrage a posteriori, des cas tests qui vont être réalisés. Et ensuite, ça c'est la partie formation, mais elle n'est pas suffisante, puisque comme je vous disais, s'il n'y a pas de radar de tronçon, certains peuvent rouler un peu plus vite entre deux. Et donc, la DHUP crée des points de contrôle supplémentaires avec une grille, si jamais il y a des erreurs qui sont produites, avec des niveaux 1, 2, 3. Et en fonction de tout cela, on peut aller jusqu'à la suspension. Donc, Cydian, nous, on trouve que c'est une très bonne chose, parce que c'est important d'avoir une belle signature, d'être l'indépendant qui intervient et pour le compte de tout le monde et pas que d'un. Donc voilà. Et donc pour reprendre, ça c'est l'introduction, et pour reprendre tout ça, nous on pense également qu'il y a 3 axes majeurs à venir compléter pour compléter ces informations du diagnostic. C'est le contrôle de cohérence, le contrôle longitudinal et l'indice de complétude. Donc, le contrôle de cohérence, on souhaite travailler avec les DHUP, avec les éditeurs de logiciels, parce que on pense que l'erreur peut être humaine, et il y a besoin d'un accompagnement des logiciels sur la partie saisie des informations, en sachant que un diagnostiqueur rentre une grande quantité d'informations. Évidemment, il relit ses notes, il relit son rapport, il relit sa saisie terrain, mais il peut y avoir un loupé, hein, tout simplement, et ces contrôles de cohérence viendraient fiabiliser clairement le DPE. Vous voulez dire, Philippe, que le logiciel, finalement, il pourrait aider le diagnostiqueur s'il y a des données qui saisit, lui mettre des alertes en lui disant, est-ce que tu es bien sûr de saisir Exactement. cette donnée-là et confirme-la, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Exactement, exactement. Je prends l'exemple, j'ai deux types de sol, un type de plafond. Eh bien, simplement, le logiciel vient nous dire, attention, la somme de tes deux sols ne correspond pas à la somme des plafonds. Après, le Ouais. diagnostiqueur à la main, parce que ça peut arriver, mais au moins, on lui pose la question et on évite les erreurs. La deuxième partie, deuxième grand axe, c'est le contrôle longitudinal. Le contrôle longitudinal, c'est l'idée d'avoir un contrôle 360 degrés continu sur les données qui sont envoyées à l'ADEME. Faut savoir qu'aujourd'hui, la DHUP n'a pas le droit d'utiliser les données pour le contrôle. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser pour que justement ces informations qui sont collectées puissent servir au contrôle plutôt que de rajouter des frais continus au diagnostiqueur sur des contrôles qui au final pourraient être faits non pas sur quelques missions mais sur toutes les missions. Et donc ce contrôle longitudinal, il permet de déceler les effets de pic. Il permettrait de déceler les effets de pic en fin de note. En fin de note, par exemple, le diagnostiqueur qui aurait un grand pic en fin de D et un creux en début de E. Ça permet de voir les DPE de complaisance. Et enfin, le dernier axe, c'est l'indice de complétude. Ça, c'est quelque chose sur quoi on, on se bat depuis maintenant plus de 6-8 mois. On espère vraiment y arriver, mais c'est quelque chose qui nous paraît indispensable. Je pense que vous tous autour de cette webconférence, vous savez, vous avez bien conscience que moins le diagnostiqueur a d'informations pour réaliser son DPE, moins bonne est la note, puisque on va saisir plus d'inconnus et donc la note sera moins bonne. Faut savoir qu'il y a des études qui ont été réalisées alors au sein de CIDIAN, mais aussi au sein d'autres fédérations, hein. Et un DPE sans aucune information communiquée par le client, mais avec la visite terrain où on va voir ce qu'on peut voir sans casser, sans détruire. On a des notes qui peuvent varier de jusqu'à 2 notes sur un même bâtiment, un même bien, si on n'a pas les informations préalables. Et donc l'idée, c'est que l'occupant, l'acquéreur du bien, celui qui va se servir du DPE, eh ben, il puisse, en un clin d'œil, en première page du DPE, avoir un indicateur qui lui dit bah, votre DPE, il est 100% complet parce que le diagnostiqueur a eu toutes les informations de facture, ainsi de suite, et il a renseigné aucun inconnu dans sa saisie. Et vice-versa, si jamais il a un DPE qui a été fait très rapidement pour une vente qu'on lui a rien donné et que bon bah c'est clair que réglementairement il rentre dans les cordes du notaire, de l'agent immobilier pour faire la vente, mais après pour son utilisation au quotidien, donner l'information que celui-ci doit être complété et qu'il ne révèle peut-être pas la note idéale exacte du bâtiment. Philippe, donc l'indice de complétude, ça c'est quelque chose qui serait un pourcentage ou similaire Oui, et donc il pourrait être fait automatiquement par les logiciels. Donc finalement, exactement. on peut dire que les trois contrôles sur lesquels vous faites la promotion chez Cydian, c'est des choses qui peuvent être automatisables assez facilement. Ouais, Non, c'est ça? exactement. C'est des choses qui peuvent être automatisables et systématiques. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas d'être comme des contrôles que l'on a aujourd'hui où on vient contrôler 5 ou 10 rapports tous les 3 ans, mais c'est que l'ensemble des diagnostics sont aidés et contrôlés. Alors j'en profite, hein, vous me dites si vous pouvez me répondre, hein. On est entre nous. Est-ce que comment sur ces trois choses sur lesquelles vous faites la promotion, comment la DHUP le perçoit? Est-ce qu'ils sont plutôt d'accord? C'est quelque chose qui va être mis en place? Ils sont très à l'écoute sur le contrôle de cohérence, contrôle longitudinal.
Indice de complétude, ils le sont moins parce que ils ont clairement l'impression que ça peut dévaloriser le DPE s'il y a beaucoup d'inconnus. Ah oui. Pourtant, ça permettrait de donner l'information réelle à ce bout de conseil. Voilà. Merci. On va revenir vers vous, Philippe. Merci pour ce point, ce focus. Comment on peut fiabiliser les DPE avec vous, les éléments sur lesquels vous faites la promotion. Quentin, on va tout de suite continuer. On fait un premier tour de table ensemble, et puis ensuite on continuera sur une discussion. Alors peut-être ce qu'on va voir là, Quentin, c'est effectivement les impacts des données sur l'étiquette, hein, et avec Oui, des cas exactement. avec des cas concrets, hein. Avec 2 cas concrets, là, l'idée, c'était de présenter l'impact, alors plutôt du manque de données sur l'étiquette du DPE. Oui. Euh, Je vous laisse me dire donc, si d'avancer, vous hein. pouvez Vous pas- voyez mon écran, hein, Eh ben, normalement. sur la slide suivante, je présente le premier cas, donc une maison individuelle. Donc là, les 2 cas concrets qu'on a choisis, c'est des bâtiments de Podelia. L'idée, c'était aussi qu'on échange avec Coralie sur mais pourquoi est-ce qu'il nous manque telle ou telle info quand le diagnostiqueur intervient. Donc premier cas concret, c'est une maison individuelle. On n'a pas énormément d'infos dans un premier temps de la part de Podelia. On a l'année de construction, enfin en tout cas l'année de permis de construire, qui est de 1985, et la surface habitable qui a été recontrôlée, remesurée par le diagnostiqueur de 60 mètres carrés. Ça On voulait arrive à dire, une vous première note. commencez, vous faites pour faire le DPE, vous arrivez, vous n'avez pas beaucoup d'informations et donc vous commencez à faire un premier DPE, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, là, en fait, ce que je présente ici, surface habitable et année de construction, c'est les infos qui nous sont données initialement par le maître d'ouvrage. Donc, si vous pouvez passer sur la slide suivante, le diagnostiqueur fait son DPE et en fait, ce qu'on veut expliquer ici, c'est que on a quand même des données qui sont inconnues et qui sont assez importantes sur notre diagnostic. À savoir ici, le diagnostiqueur identifie qu'on a bien un doublage isolant sur les murs extérieurs de la maison. En revanche, impossible de déterminer l'épaisseur d'isolant qui est appliquée. Donc le diagnostiqueur le saisit, c'est la première image qu'on voit au milieu de notre slide. Le diagnostiqueur indique qu'il y a un doublage intérieur, mais qu'il ne connaît pas l'épaisseur d'isolant. Il indique l'année d'isolation inconnue, donc ça prend par défaut l'année de construction du bâtiment, qu'on a vu tout à l'heure, 1985. Pardon. Même chose aussi sur la partie comble qui était inaccessible, donc pas de trappe d'accès. Donc là, en l'occurrence, le diagnostiqueur ne peut pas identifier si on a présence d'isolant ou pas. Donc cette partie-là est laissée en inconnu. Et encore une fois, le petit U de notre paroi, donc qui correspond au coefficient de transmission thermique de la paroi et par défaut en fonction de l'année de construction du bâtiment. Même chose pour le caisson de VMC qui est situé dans les combles, date d'installation inconnue, donc par défaut, c'est l'année de construction de la maison qui est prise. Donc on arrive sur une note, un bâtiment qui est en F, 334 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc un logement qui est passoire énergétique. Donc là, les conséquences de ça, c'est la difficulté pour louer, l'interdiction, hein, de location. Interdiction de location à partir de 2028. C'est ça? Et puis l'audit énergétique obligatoire pour la vente. Donc j'avance, hein? Ouais. Dans un second temps, Podelia nous fournit d'autres données qu'elle a pu récupérer. En fait, on se rend compte que sur le plan de construction de la maison, on a bien 5 cm de polystyrène sur les murs extérieurs.
Et on le voit, Extérieur ou intérieur, là, vous? sur les, alors, isolation intérieure, mais des murs extérieurs. OK. Les murs qui donnent sur l'extérieur. Donc le petit U passe à 0,59. Et on obtient aussi des factures de travaux de la part de Podelia, une isolation dans les combles qui a été réalisée en 2018 et le remplacement du caisson de VMC qui a été réalisé en même temps en 2018. Tous ces paramètres-là permettent au diagnostiqueur de fiabiliser son DPE en apportant plus de précision dans la donnée. Et on voit que l'étiquette en fait change. On passe sur un logement qui était en passoire thermique qui est maintenant sur l'étiquette E. Alors à la limite de la passoire thermique, mais qui, qui permet en tout cas au bailleur d'avoir un petit peu plus de temps pour réaliser ses travaux avant l'interdiction de location. Voilà, ça c'était le premier cas que je voulais présenter. C'est un cas qui peut arriver assez fréquemment dans le sens où le diagnostiqueur n'a pas forcément toutes les informations avant de commencer son DPE. Il les reçoit parfois après, une fois que la note est établie. Oui, je voulais vous faire réagir là, Coralie. On a la chance de vous avoir à côté de nous là sur ce premier cas parce que effectivement on voit les effets de seuil qu'il y a et les impacts. Alors on va en discuter un peu plus tard, hein, les impacts sur les travaux. Mais comment finalement quand vous avez l'étiquette F, vous dites mince, mais si j'avais fourni, c'est ça qui se passe. Si j'avais fourni les données, peut-être qu'on serait en E ou pas. En tout cas, et donc là à ce moment-là, il faut faire cet effort de recherche, d'information. Et j'imagine c'est pas une maison qui a comme ça. C'est comme vous êtes un bailleur, c'est peut-être une bande de maisons et donc il y a des impacts sur les travaux, il y a des impacts sur les travaux et aussi en vente parce que sur des cas comme ça où un pavillon de 85, il est fort probable qu'on le soumette à la vente et quand il est en F, malheureusement en tant que bailleur, on ne peut pas le vendre. Il faut absolument qu'il soit en E. Donc il faut vraiment qu'on arrive à fournir les données à notre diagnostiqueur. Mais il faut savoir que, côté bailleur social, c'est pas forcément évident de récupérer toutes les données. Nous, Podelia, on a un patrimoine de 26 000 logements. On est la fusion de plusieurs bailleurs et retrouver les données des anciens bailleurs, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un gros travail de fond à faire, mais le jeu en vaut la chandelle, j'ai envie de dire. Parce que bon, quand on a des étiquettes en F et G, c'est vrai que là, on se remet en cause et on se dit, il faut peut-être quand même qu'on arrive à trouver un maximum de données. À savoir aussi que le diagnostiqueur, même sur site, on échange beaucoup avec eux. Ils sont sur site, ils voient qu'on leur a pas donné l'info, mais eux voient vraiment que dans ce logement, il y a bien un isolant. Donc, on va essayer de faire des recherches ensemble. C'est aussi un partenariat assez fort, j'ai envie de dire, avec nos diagnostiqueurs. Ah oui, c'est ça que vous voulez dire, c'est aussi que le diagnostiqueur revienne vers vous en disant bon là, il y a quelque chose par défaut, voilà, mais c'est si ça. vous avez la donnée, on va pouvoir changer cette valeur dans le logiciel et donc on verra l'impact que ça peut avoir. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Surtout dans un cas comme ça où on a le diagnostiqueur identifie qu'on a un doublage isolant. Ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir indiquer au moins l'épaisseur d'isolant. Donc là, c'est vrai que les équipes sont plutôt sensibilisées à ces choses-là. Est-ce que donc on va continuer, hein, Quentin, mais je pousse l'avantage Coralie à vous poser une autre question. Ça veut dire est-ce qu'aujourd'hui vous avez une masse considérable de logements et donc sachant les enjeux qu'il y a à avoir une donnée pertinente, vous opérez ce travail de récolter les données tant que faire se peut et des associer au logement pour que donner aux diagnostiqueurs en amont toutes les infos? Oui, on essaye de faire le travail. Alors ça prend un temps assez conséquent. Donc forcément, on n'a pas toujours le temps, mais on essaye quand même de leur donner le plus d'informations possible. Alors quand on a eu des réhabilitations sur les bâtiments, c'est un peu plus simple. On a des données un peu plus récentes. Moi, comme je gère aussi la partie certificat d'économie d'énergie, du coup, j'arrive à récupérer les factures et les DOE de nos bâtiments par ce biais-là aussi. Mais c'est vraiment un travail de fond. Et quelquefois, on n'a pas de données du tout. Hein. Quand on rachète du patrimoine qui est assez ancien, là, on a même des fois du mal à trouver l'année de construction. Oui.
On va avancer alors, et puis on va revenir sur ces discussions parce qu'on se pose plein de questions. Là, il y a un deuxième cas, hein, effectivement. Là, on va travailler sur le logement collectif, hein, c'est ça, Quentin? Exactement, ouais. Donc le même principe, hein, on est ce coup-ci sur un DPE à l'immeuble qui est réalisé à l'immeuble. Les données que nous fournit Podelia dans un premier temps, c'est encore une fois l'année de construction. Bon, la surface habitable du bâtiment, en tout cas de chaque logement. Et on a une info aussi sur la date de remplacement des chaudières individuelles au gaz, qui a été réalisée en 2012. Donc si vous pouvez passer à la slide suivante, Xavier. On a quand même une donnée majeure qui est inconnue, c'est que le diagnostiqueur identifie qu'on a une isolation par extérieur qui a été réalisée sur les 2 pignons du bâtiment. On le voit bien d'ailleurs sur la photo du reviens bâtiment sur qu'on avait l'image, sur la voilà. première slide. Ouais. Ouais. En revanche, encore une fois, impossible de mesurer l'épaisseur d'isolant qui a été apposée. Donc même principe que tout à l'heure, le diagnostiqueur identifie qu'on a une isolation par l'extérieur sur les murs pignons. En revanche, année d'isolation inconnue. Donc c'est une valeur par défaut en fonction de l'année de construction qui est prise. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc là, on arrive en étiquette F, hein, c'est effectivement. Ouais, tout à fait. Étiquette F, on se Qu'est- doute bien que l'ITE, enfin l'isolation par extérieur, n'a pas été réalisée lors de la construction du bâtiment. Donc là, il y a un échange qui se met en route avec Podelia pour essayer d'avoir ces informations-là qui sont capitales pour réaliser notre DPE immeuble et puis pour fiabiliser aussi la note. Quelle est la conséquence Donc, quand on a l'étiquette F là sur le logement collectif en termes de location? C'est la même punition que pour les maisons individuelles, hein? oui, tout à fait. Donc on va voir effectivement là, ça c'est le cas. Alors vous avez Alors, récupéré des et informations, c'est juste ça? pour rebondir sur votre question, Xavier, je pense aussi la deuxième conséquence qu'on peut avoir avec un immeuble collectif en F, les DPE aujourd'hui, c'est aussi ce qui va servir aux bailleurs sociaux. Tu m'arrêtes, Coralie, si je me trompe, mais c'est aussi ce qui va vous servir pour planifier votre rénovation énergétique. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ça peut engendrer quelques soucis parce que vous venez prévoir des travaux sur des immeubles qui sont en F selon le DPE, mais qui en réalité le sont peut-être pas vraiment. Mmh. Ouais, il y Et aura une donc on le voit priorisation des ici. travaux, donc Ouais. c'est vrai que ça a un impact aussi. Ouais, tout à fait. Et donc on le voit ici encore une fois. Là, ce qui a été fait, c'est une dépose de plaques d'ITE sur chaque pignon, qui a permis au diagnostiqueur de venir mesurer l'épaisseur d'isolant qui a été mis à l'époque. Et donc on retrouve 8 cm de laine de verre sur les pignons. Et donc ça permet de classer le bâtiment, l'immeuble en E. Mais on voit Ce qui on voit permet encore une l'enjeu fois de alors. sortir. Pour vous, c'est que l'enjeu, c'est de dire on va déposer une partie pour aller savoir exactement quelle est l'épaisseur, parce qu'il y a un enjeu de travaux et donc ça vaut le jeu en vaut la chandelle, si je peux utiliser ce terme-là, de pousser l'étude. C'est ça, Coralie, qui se passe. Ouais, tout à fait. Et ça prend combien de temps alors du coup entre le moment où vous avez la première étiquette et le moment où vous avez la deuxième étiquette, il y a un peu de temps finalement. Ouais, ça peut être en Ouais. moyenne, c'est 1-2 semaines, quoi. Enfin, ça tout Ouais. dépend du degré d'urgence. On est parfois sur des logements qui peuvent être en vente aussi, et ça peut bloquer un peu tout le processus de vente. Donc ça peut être même un peu plus rapide. Donc ça, c'est sur ce cas. Il y a une autre diapo, hein, je crois, pour vous. Oui, troisième diapo. L'idée, c'était aussi parce que là, j'ai pas mal abordé le sujet de l'isolation, en tout cas de la donnée par défaut.
prises dans le moteur de calcul 3CL. Les valeurs qui sont prises, ça va être l'année de construction du bâtiment. Et l'idée sur cette slide-là, c'était de vous présenter aussi pour le même bâtiment avec. Donc en fait, j'ai repris la maison, la petite maison qu'on a vue en premier cas concret, avec l'ensemble des données passées en inconnu. Donc on ne sait pas s'il y a de l'isolation, on ne sait pas sur les murs, on ne sait pas ce qu'il y a dans les combles, on ne connaît pas la date d'installation de la VMC, etc. etc. Et en partant d'une hypothèse où on n'a pas non plus la date de construction. Sur certains bâtiments, ça peut être plus ou moins difficile à identifier. L'année de construction du bâtiment peut être plus ou moins difficile à identifier. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de varier la date de construction et d'observer les changements que ça pouvait apporter sur la note. On a le premier cas où le diagnostiqueur, donc ça c'est les années de construction, c'est les plages qui sont issues du moteur de calcul 3CL. Donc première plage entre 48 et 74, on a un bâtiment qui est en G. Donc passoire énergétique. Deuxième cas, on passe après la première réglementation thermique, donc entre 75 et 77. Le logement remonte déjà pas mal et arrive en F. Et puis troisième cas, logement construit entre 83 et 88, on arrive sur l'étiquette E du logement. Voilà, cette slide-là permettait aussi de présenter une autre donnée importante qui peut manquer parfois au diagnostiqueur, c'est l'année de construction du bâtiment, et qui, encore une fois, je me répète, mais qui peut être un peu complexe pour le diagnostiqueur d'identifier quand il est sur place. Voilà, ça c'était pour votre partie. Alors, on va continuer avec Coralie, mais Julien, peut-être pour réagir aussi en tant que dans votre rôle de diagnostiqueur, on voit effectivement que les échanges avec le maître d'ouvrage sont constants. Finalement, le diagnostiqueur doit se poser la question, est-ce que là je peux trouver l'information, et donc il faut que j'aille voir le maître d'ouvrage pour dire si je trouve l'information, ça va avoir un impact. Je pense que Coralie va pouvoir en témoigner juste après, mais effectivement, on ne peut pas faire un DPE fiable aujourd'hui, hier non plus, mais encore plus aujourd'hui, sans avoir d'échanges soutenus avec le propriétaire du bien. Alors, idéalement en amont, avant d'intervenir pour récupérer le maximum de données. Maintenant, on est dans un cas où on a un gros patrimoine en face de nous, et pour tout un tas d'autres clients avec qui je suis amené à travailler aussi, on voit bien que s'il avait fallu préparer la documentation en amont, on ne ferait pas les premiers DPE avant 2 ou 3 ans, le temps de ressortir toutes les archives et de les compiler. Et c'est ça qui fait qu'on intervient avec peu de documentation. En réalité, ça ne veut pas dire que la documentation n'existe pas au demeurant. C'est juste que on parle d'années où c'était pas encore numérisé. Donc, on a des numérisations pour les sujets récents, éventuellement les quelques réas récentes. Mais dès qu'on remonte à plus de 10 ans, c'est un travail de collecte assez compliqué pour nos clients. Donc, on est obligé d'échanger en continu. Et les marchés qui se passent bien en DPE aujourd'hui, côté bailleur, mais les DPE au sens large qui se passent bien, c'est quand on transmet un DPE et que le propriétaire, en conscience, sait ce qu'il nous a manqué pour avoir le maximum de fiabilité. Ça rejoint d'ailleurs une proposition de Sylviane, peut-être que Philippe reviendra dessus, mais Sylviane voulait mettre un indice de complétude sur le DPE, notamment pour permettre de voir tout de suite si on avait eu toute la donnée ou partiellement la donnée. Et on voit bien à travers les deux exemples que Quentin nous a présentés qu'il y a une incidence forte sur la présence ou non de factures pour les travaux d'isolation, sur des dates qui pourraient nous manquer. Et ça met en exergue aussi le niveau d'implication aujourd'hui du propriétaire sur le DPE. Un propriétaire qui ne s'engage pas sur le DPE, qui ne fournit pas de la donnée, qui ne permet pas d'avoir le maximum d'informations. Et encore une fois, c'est vraiment sur la partie isolant
où on est le plus pénalisé bien souvent, puisque c'est là où la récolte d'informations est la plus pénible. Effectivement, si on n'a pas un propriétaire impliqué, s'il n'y a pas un échange régulier, c'est déceptif pour tout le monde. Ouais, Coralie, là on arrive là. Je vais partager l'écran aussi pour vous. Vous avez deux diapos, hein, donc ça va aller vite. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que quand vous recevez le DPE, vous dites tiens, là il manque peut-être, c'est-à-dire qu'il y a un travail de lecture aussi qui doit être fait sérieusement. Je comprends bien en disant tiens, là il y a peut-être une info qu'on va pouvoir récupérer et ça il faut que je travaille. C'est comme ça que vous procédez? Oui, tout à fait. Quand on réceptionne les DPE, on regarde tout de suite la note forcément. Et après, moi, je transmets les DPE à nos techniciens pour qu'ils se rendent compte que voilà, la donnée est vraiment importante et que si jamais ils ont des données que moi je n'ai pas pu transmettre, qu'il faut pas hésiter à les donner. Après, forcément, hein, le diagnostiqueur a déjà fait son travail, donc quand on lui envoie des factures après coup, c'est pas très sympathique parce qu'il faut qu'il recommence. Mais oui, on a tout un système de contrôle chez nous pour savoir d'où vient la faille due à cette mauvaise note, en fait. Ouais. Oui, parce que ce qu'on peut dire, Coralie, c'est que aujourd'hui, le DPE, il y a des conséquences sur cette étiquette DPE, donc Tout à on fait. a tout intérêt à faire les choses beaucoup plus sérieusement. Oui. Surtout avec les interdictions de location, les interdictions d'augmentation de loyer. J'ai vu une petite question d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'on parle de DPE Angers interdit à la location ou interdit en augmentation de loyer. Il faut bien regarder la conso d'énergie finale, parce qu'on parle souvent de DPE Angers, on précise pas que le critère qu'on va regarder pour l'augmentation du loyer ou pour l'interdiction de location, ça va être la consommation d'énergie finale. Oui, tout à fait. Il est souvent inférieur à 450 en fait. C'est ça. Mais cette information, elle n'est pas vraiment communiquée, même dans les médias. On voit souvent, quand on parle des nouveaux DPE, c'est pas précisé. Et du coup, nous, on se retrouve avec des locataires qui vont nous contacter en nous disant « Mais je suis en G ». Donc, il faut leur expliquer que oui, effectivement, vous êtes en G. Donc, oui, effectivement, on va quand même essayer d'intervenir pour arriver à améliorer leur confort de vie. Mais on regarde la conso d'énergie finale. Oui. Là, il y a une petite diapo de présentation, mais ça c'est pour rappeler la surface que vous représentez en termes de patrimoine. Tout à fait. 26 000 logements. Alors la répartition entre collectif et individuel, vous avez une idée? On est sur du kiff-kiff quand même. Hein. On a environ, on est sur 2000 sites bâtiments collectifs. Donc on a un peu plus de collectifs que d'individuels, mais la balance est à peu près moyenne. Donc on est répartis sur 5 départements, donc on a un vaste patrimoine et nous sommes 400 collaborateurs pour pouvoir gérer ce gros patrimoine. Voilà, ça c'était juste les deux diapos que vous aviez, mais pour prolonger la discussion, finalement la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous arrivez à sortir à trouver la donnée ou que vous n'arrivez pas à la trouver? Est-ce que vous avez pu identifier des éléments? Ça dépend de l'âge du bâtiment. Ça dépend de l'âge du bâtiment. Ça dépend de sa construction. Ça dépend si c'est un patrimoine que l'on a racheté. Ça dépend si c'est un achat en VFA. Donc, un agent VFA, en fait, ce sont des promoteurs on rachète à des promoteurs un groupe de pavillons, par exemple, et là, on va pas forcément avoir toutes les données. Et puis, oui, ça dépend aussi de l'âge du bâtiment. Plus il est ancien et plus on a de mal à trouver. Ou alors, on va avoir vraiment des plans, de très vieux plans. Donc, on va communiquer quand même à notre diagnostiqueur, mais c'est pas forcément, c'est pas comme ça qu'on va vraiment optimiser les résultats des DPE. Et puis, ce que je tenais à dire aussi, on a un gros impact dû au fait que on n'a plus 2 étiquettes, maintenant, on n'en a plus qu'une. Et quand on a la conso et les gaz à effet de serre, c'est la plus mauvaise note des 2 qui l'emporte. C'est souvent le gaz à effet de serre qui va l'emporter et on va se retrouver avec des résultats un peu moins bons, notamment quand on a des chaudières individuelles gaz ou ce type d'équipement, ça favorise pas la note.
Oui. Donc, et ça vous arrive souvent aussi dans le cadre de ces DPE, de faire des sondages, comme on l'a vu dans le cadre de cet immeuble, de dire, écoutez, on va faire un petit travail d'aller voir ce qu'il y a réellement sur le bâtiment? Oui, alors ça, ce sont les techniciens d'ADX qui me font des retours et qui se chargent. Mais c'est vrai que bon, pour le coup, je ne sais pas. Moi, je travaille avec 3 diagnostiqueurs différents sur le marché DPE. Ouais. Voilà, avec lesquels j'échange. Mais on voit bien que tous les diagnostiqueurs ne vont pas travailler de la même façon. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des diagnostiqueurs qui vont se contenter de ce qu'on leur donne, parce qu'en plus, le DPE est opposable, donc ils vont pas se mouiller à mettre des informations sans en être sûr. Et il y a le diagnostiqueur qui va vraiment aller chercher, démonter les prises de courant, enfin, pour essayer de voir ce qu'il y a derrière les murs. Et bon, tout le monde ne le fait pas, malheureusement. Mais c'est quand même un gros travail et pour le bailleur et pour le diagnostiqueur. Et comme je disais, c'est vraiment un partenariat. On travaille vraiment ensemble sur ce sujet. Alors passons dans cette peut-être Julien si vous voulez réagir sur cette partie travail de recherche du diagnostiqueur, je vous laisse réagir parce qu'on va rentrer dans cette deuxième partie de la conférence, cette web conférence. On avait dit qu'on aurait un temps d'échange, là plus format table ronde, et puis on prendra aussi les questions du public. On voit Julien qui a un gros enjeu d'historiser les données, d'avoir les informations. Alors, il y en a certains qui parlent du BIM, il y en a d'autres qui parlent, vous savez, il y a aussi l'obligation maintenant du carnet d'information du logement. Finalement, la question qu'on peut se poser, Julien, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on ait ces données justes, fiables, qu'on puisse s'en servir? De prime abord, le carnet d'information du logement, je pense que c'est la bonne porte d'entrée. Aujourd'hui, ce qui manque à la plupart de nos clients, quel que soit leur profil, c'est d'un endroit où sont effectivement historisées les données. Alors pour un bailleur qui est maître de son parc, c'est effectivement un travail de récupération et d'archivage. Mais quand on est face à un particulier qui est le 4e, le 5e, le 6e propriétaire du bien, et ben là, effectivement, l'antériorité, ça va être très compliqué, mais au moins d'avoir un endroit où les futurs travaux, les travaux actuels sont aussi historisés. Encore une Oui, fois, moi, je constate que ça fait 10 ans que je suis dans la profession et que là, aujourd'hui, mon équipe est en train de réaliser des DPE sur des bâtiments dont j'ai contribué par le repérage amiante il y a quelques années à faire les travaux. Et moi, je sais qu'il y a eu des travaux de fait, mais je suis en face d'un nouveau chargé d'opération qui, lui, découvre le parc, qui n'a pas cette information-là. Et voilà, il y a un vrai travail de fond. Je pense encore une fois que la bonne approche, c'est le carnet d'information du logement, parce qu'il a l'avantage d'être assez simple de constitution. Ça permet de tout recenser au même endroit sur l'unité logement. Et puis, effectivement, quand on parle d'immeubles collectifs, dans la copropriété, je viens de voir passer un petit message sur le carnet d'entretien, j'ai pas eu le temps de le lire, mais effectivement, sur un immeuble en copropriété, il y a un carnet d'entretien qui est tenu par le syndic. Et voilà, c'est le BIM va certainement sur les grosses opérations contribuer à simplifier, mais en tout cas, la chose la plus basique et la plus efficace à date, ça va être le carnet d'information du logement pour permettre au moins à tous les acteurs de récupérer des informations fiables, vérifiées. Et puis, encore une fois, nous, en tant qu'opérateurs, c'est toujours assez frustrant de voir qu'on a potentiellement un bien plus performant devant nous et qu'on ne peut pas le justifier. Et c'est aussi frustrant côté propriétaire, j'imagine. Coralie, depuis dès qu'on fait des travaux de rénovation énergétique, si je me trompe pas, le carnet d'information du logement, c'est obligatoire là depuis le début de l'année. Dès qu'on fait une rénovation énergétique, il faut loger les informations dans le carnet d'information du logement, c'est ça? Alors moi, je gère pas encore cette. Je préfère pas vous donner d'informations erronées. Ou Julien, il y en a un qui peut nous Je répondre. sais pas, ouais, moi j'ai pas encore Julien, ce Quentin, côté. ouais.
J'ai pas bien compris la problématique. Le carnet d'information du logement, dès qu'on fait des travaux de rénovation énergétique, aujourd'hui, on est obligé d'ouvrir un carnet d'information du logement et loger, c'est ça hein, l'obligation. Hein. À partir du 1er juillet, tous travaux de rénovation énergétique doivent être archivés dans le carnet d'information du logement. Je viens de voir un message où il est indiqué que le carnet d'entretien peut servir de carnet d'info du logement. À vérifier, pour moi, le carnet d'entretien d'un immeuble collectif, ce sont les communs. Je ne crois pas que dans le carnet d'entretien d'un immeuble, il y ait la subdivision logement. Je revérifierai. Ça, je ne peux pas être catégorique, mais pour moi, il y a deux sujets. Il y a les communs d'un côté et l'unité de logement de l'autre. Mais effectivement, voilà, c'est une obligation d'y insérer tous les travaux à compter du 1er juillet, les travaux, les DPE, les éventuels audits, tout ce qui concourt à la performance énergétique du logement. Oui, on avait eu d'ailleurs une conférence la semaine dernière. Il y a Qualitel qui est intervenu sur les contenus du carnet d'information du logement. Donc on va pouvoir, vous pourrez y retourner hein, pour avoir les informations. Si on continue à faire le tour de ce qu'on peut dire, c'est aussi on avait dit Philippe que avec l'ADEME, hein, effectivement, comment est-ce que ça se gère quand on a ces DPE, un premier DPE qui est fait, puis un deuxième après qui est modifié finalement. Oui, alors c'est assez simple quand c'est le même diagnostiqueur qui intervient sur les deux DPE. Parce que là, quand il vient déposer son DPE, il doit aller faire manuellement le retrait de l'ancien DPE. Ce qui est plus compliqué à gérer, mais aujourd'hui, tel est le cas. C'est que je viens refaire un diagnostiqueur après un autre diagnostiqueur, j'ai une note différente. Eh bien, si j'ai pas prévenu le diagnostiqueur initial, il n'est pas au courant qu'il faut le retirer, et donc du coup, on se retrouve avec deux DPE à la même adresse avec des notes différentes. Oui, donc comment on gère ça alors Eh ben, aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de gestion efficace et dictée par l'ADEME sur ce sujet. Les deux sont enregistrés, donc celui qui est valable est le dernier déposé sur la base. Voilà, est-ce que Coralie, ça vous arrive, j'imagine, sur la masse de logements que vous avez, des fois d'avoir deux DPE sur le même bâtiment? Non, ça vous le gérez, ça, parce que vous gérez toutes les commandes et vous faites attention de tout à fait. Je fais attention de ne pas commander deux fois la même chose. Parlons-en alors quelques minutes. J'ai retrouvé toutes les infos hein, sur le carnet d'information du logement. Hein. Parlons-en quelques minutes. Coralie, c'est ça a un impact fort pour vous parce que quand vous avez un patrimoine avec 28 000 logements, vous devez faire des plans stratégiques de patrimoine. Bon, enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact que ça a, les conséquences financières que ça a pour votre groupe? Bah, les conséquences, oui, ça va on va devoir revoir la priorisation de nos travaux suivant l'arrivée de ces nouveaux DPE. Et effectivement, on a un plan stratégique de patrimoine à mettre en place. Donc, on en a actuellement, mais c'est obligatoire, ça, le plan stratégique de patrimoine. C'est pour les bailleurs, oui. Ouais. Et du coup, là, avec les résultats de nos nouveaux DPE, on va revoir la priorisation de nos travaux. Alors effectivement, ça va avoir budgétairement, ça va avoir un impact, notamment si en plus on se retrouve sur des sites où nous avons des diagnostics amiantes à faire réaliser. Ça va aussi pénaliser notre budget. Et voilà. Donc après. Oui, donc nous, nos DPE, là, pour notre nouveau marché, on a justement priorisé en faisant faire les logements qui étaient d'abord en G, puis d'abord en F, puis d'abord en E, pour voir les évolutions des étiquettes. Et ce qu'on constate aujourd'hui, on a refait environ 8000 DPE depuis le début de notre marché, et on a la moitié des logements dont l'étiquette a tendance à redescendre. Donc, effectivement, les résultats sont très impactants. Redescendre, c'est-à-dire c'est mieux ou c'est moins bien? Alors, on en a
50% où le résultat va être à peu près identique ou mieux, et puis on en a 50% où c'est moins bien. Ah oui, donc là, effectivement, il y a des impacts sur cela et Tout ça à change fait. votre plan de travaux. Hein. Tout à fait. Donc, si on regarde, Quentin, on a dit, on a parlé DPE. Parlons quelques minutes effectivement des méthodes de calcul des audits, parce que il y a des méthodes de calcul différentes, la 4CL, la THCEX, 3CL. la 3CL, pardon. Je sais pas pourquoi je dis 4CL. La 3CL, la THCEX, et effectivement pour les maîtres d'ouvrage qui nous écoutent, c'est quoi les correspondances? Est-ce que ça va donner les mêmes résultats? Bon, enfin, Alors, dans quel cas on se sert c'est de vrai que l'un ou de l'autre? c'est un point assez important. Donc, on a deux méthodes de calcul, je dirais réglementaires, la THCX et la 3CL. 3CL qui est vraiment dédiée aux bâtiments d'habitation et qui est prévue pour le DPE. Les deux méthodes de calcul sont sur 5 postes. Ça veut dire qu'on va prendre en compte les consommations de chauffage, de CS, de refroidissement, d'éclairage et les auxiliaires de ventilation, par exemple. Mais voilà, on a notre méthode de calcul 3CL DPE qui est plutôt un moteur de calcul qui est simplifié, standardisé, et la THCX qui est, elle, plus détaillée, plus précise. Et qui va plutôt être orienté pour les contrôles RT global, les obtentions de labels BBC Rénovation, les éco-prêts, etc. Quand on a la 3CL qui est elle dédiée à la transaction, donc vente location, aux audits énergétiques incitatifs maintenant, donc ma prime Rénov par exemple pour les maisons individuelles. Et puis les audits réglementaires qu'on connaît, qui sont arrivés au 1er avril de cette année, les audits FEG. Le point commun qu'on a entre ces deux méthodes de calcul, outre le fait qu'elles soient sur 5 postes de consommation et qu'on ait des données, des scénarios d'occupation conventionnels, des données météo conventionnelles, c'est qu'on on prend pas en compte l'impact des occupants dans les calculs. Comme je vous disais, on a des scénarios d'occupation des bâtiments qui sont conventionnels et qui vont pas bouger, qu'on pourra pas faire bouger en tout cas dans nos calculs. Voilà pour ce sujet. Tiens, je vous mets une petite ressource là, sur une précédente conférence là qu'on a eue sur le cadre d'information du logement. Voilà, vous pourrez voir Julien aussi les infos. Ça c'est Qualitel qui est intervenu, qui a fait un rappel réglementaire sur ce sujet. Je vous l'ai mis dans le chat. On va aborder maintenant les questions là. Il y a plein de questions là du public, donc on va les prendre. Mais avant cela, j'avais une petite surprise pour vous, chers conférenciers, chers public. C'est une petite nouveauté. Voilà, si je me trompe pas, et je vais vous partager mon écran. Alors, vous allez voir, c'est un petit jeu. Allez, c'est un petit quiz que je vous laisse faire. Normalement, voilà. Alors, chers conférenciers, cher public, vous avez un smartphone à proximité là, à la main. Là, je vais vous voir faire, hein, vous les conférenciers. Donc, vous allez scanner le QR code de ce jeu. Alors, je vois qu'il y a déjà, ça y est, il y a des gens qui le font. Donc, vous scannez le QR code pour rentrer dans le jeu et pour qu'on puisse commencer ce quiz. Tiens, je vais vous mettre la musique un petit peu plus forte. Ah non, alors là, j'ai pas fait la musique un tout petit peu plus forte. Voilà. Je vous laisse rentrer dans le jeu. Allez, je vous laisse quelques minutes. Allez-y, rentrez. Avant qu'on commence, parce que ça, j'oublie à chaque fois de vous le dire, et le temps que vous scanniez le QR code, je vous rappelle les règles. Je sais que Julien adore gagner. Les règles, c'est il faut répondre le plus rapidement possible. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Grosso modo, une réponse, c'est 1000 points. Et ensuite, il faut répondre juste, bien sûr. Hein.
Je parle pour vous, Julien. Donc, c'est pas que répondre rapidement, hein, c'est rapidement et juste. Allez, on y va. Je lance le jeu. Donc, c'est sur l'amélioration du DPE, fiabilité des DPE, impact des données sur l'étiquette de rénovation. Vous allez voir que ça va se passer assez vite. Hein. 3, 2, 1. Partez. Le premier quiz, on a plusieurs réponses multiples. Hein. Les recommandations à remettre au propriétaire avec le DPE concernent plusieurs réponses possibles. L'usage de température des consignes été-hiver, la bonne gestion et l'entretien des équipements, les travaux essentiels conseillés. Voilà, je vous laisse répondre. Top, c'est terminé. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner une réponse là-dessus, Quentin? Oui, donc c'était bien les trois réponses qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc il fallait cocher les trois. Les trois. Donc je passe suivant, et donc là on va voir les points. Vous voyez, donc c'est Gwen. Ah, je suis désolé Julien, alors vous n'êtes pas dans le trio. Gwen qui est premier avec 1200 points, ensuite Sam, Baptiste. On aurait pu faire deux groupes d'ailleurs. Vous savez on peut faire des équipes, hein, l'équipe des conférenciers contre l'équipe du public. Allez, je continue. Vous voyez, il y a trois questions, ça va aller assez rapidement. Un immeuble est considéré comme étant une passoire thermique lorsqu'il obtient une étiquette. Il fallait très vite là, hein, parce que ça va jouer à la vitesse. Hein. Attention. G, FG, EFG, je vois que ça allait très vite, mais vous entendez les petits clac, 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 ça va vite. Alors, qu'est-ce qui peut donner la réponse Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Quentin, on a le spécialiste de thermique hein, qui est avec nous. Alors, donc c'était bien, oui, noter F ou G, passoire thermique. F ou G, passoire thermique. Alors, on va voir, là, c'est allé très vite. On va voir l'impact qu'il y a eu sur les notes. Oh là là, Gwen est disparu. C'est Sam qui a repris la corde. RH, alors c'est quelqu'un d'entre vous, là, cher conférencier RH Non, ça, c'est pas vous. Baptiste, Max, et puis il y a un numéro 95 955, pardon, qui arrive aussi. Mais qui a dû noter en pseudo le numéro de la session. Allez, dernière question pour ceux qui veulent se refaire. Là, vous pouvez. C'est le tout pour le tout. Quelle est la classification énergétique la plus commune en France, pesant 34%? Allez-y. Alors là, il faut allier vitesse et pas précipitation et précision. Voilà. On a la réponse. 34% du parc total. Est-ce qu'il y a quelqu'un on l'avait donné cette réponse ou pas tout à l'heure? Je sais plus. C'est non, je suis pas sûr qu'on en ait parlé, mais effectivement, c'est bien. C'est réponse logement classé en D. C'est les D, hein, 34%. Est-ce que c'est chez vous, c'est la même chose également, Coralie? Vous avez cette étude-là? Ouais, ça représente la même chose. Sur ceux qu'on a pour l'instant, on n'en aurait fait que 8000, mais effectivement, oui. Sur les 8000 que vous avez fait que 8000, oui, par rapport. Ouais. C'est déjà pas mal. Allez, on regarde le classement. Le podium, alors. Troisième, Baptiste, qui est troisième, effectivement, avec 2700 points. Deuxième, EB. Et le premier, attention, qui est le premier? C'est le résultat. C'est Max. Voilà, bravo à Max qui est avec nous. Et puis, il y avait Manu et Nico là, qui étaient aussi sur la fin. Voilà. C'était ce petit jeu. C'est sympathique ce jeu. Vous connaissiez ou pas? Vous aviez déjà fait? Oui, moi je connaissais. Vous connaissiez, hein. Je vais l'arrêter parce qu'il y a le bruit là qui va continuer. Sinon, voilà. Merci à vous toutes et tous. Qui est-ce qui a gagné? C'était Max. Non. Max, est-ce que Max est avec nous? Et puis RH, Raphaël Herriot, non, qui dit non, c'est moi. RH, c'est Raphaël aussi qui était sur le podium, mais non, qui n'a pas été sur le podium. Hein. Voilà. Alors si on prend les questions du public, alors il nous reste un petit peu de temps. Moi, j'en ai vu une, c'est effectivement pour reclarifier, c'est Michel hein, qui pose cette question-là, pour reclarifier l'audit énergétique, le PPT, plan pluriannuel de travaux. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les obligations réglementaires, parce que je crois qu'il y a des confusions qui sont faites entre je suis dans le cas d'une maison individuelle, je suis dans le cas de logement collectif. Peut-être Julien, rappeler les quelques obligations.
Alors, au niveau du plan pluriannuel de travaux, l'obligation, elle porte aujourd'hui sur les immeubles en copropriété. Et l'objet du plan pluriannuel de travaux, c'est de projeter, à la différence du seul DTG qui historiquement existait à la mise en copro, où on faisait un état de la copro et on projetait effectivement des nécessités de travaux. Là, la philosophie du plan pluriannuel de travaux, c'est vraiment, au-delà de l'entretien courant, de bien prendre en compte l'amélioration énergétique de la copropriété. Donc, de fait, la question qui portait sur la différence entre le plan pluriannuel de travaux et l'audit, on est sur deux sujets connexes. C'est-à-dire que pour monter un bon plan pluriannuel de travaux, il faut avoir le point de départ. Donc, réglementairement, adjoint au plan pluriannuel de travaux, il y a le DPE de l'immeuble. Il est évident que quand on va vouloir scénariser les travaux les plus pertinents, on risque d'être limité par le DPE et donc de passer par l'audit pour venir étoffer le plan pluriannuel de travaux avec des scénarios de travaux sur lesquels il va falloir à un moment donné faire statuer les copropriétaires en assemblée générale d'ailleurs, au demeurant. C'est quand même très important de ne pas se limiter juste au constat. Et donc, c'est pour ça qu'on suggère bien souvent, et bien souvent d'ailleurs, les copropriétés nous le demandent avant même qu'on ait besoin de le suggérer, d'adjoindre au DPE, dans la constitution du plan pluriannuel de travaux, un audit énergétique qui permet d'avoir une qualification des scénarios de travaux beaucoup plus fine, de simuler aussi les éventuelles subventions auxquelles la copropriété sera éligible. Je ne parle pas encore des copropriétaires, puisque ça, c'est encore l'étape d'après, où il y a effectivement la partie reste à charge du copropriétaire et des subventions auxquelles il peut avoir droit, lui, à titre individuel, en fonction de son niveau de ressources. Mais ne serait-ce qu'au niveau de la copro, voilà, l'audit vient bien étoffer la logique du plan pluriannuel de travaux qui, je le répète, est un outil d'aide à la prise de décision des copropriétaires, de projection des besoins de la copropriété. Il est dans l'intérêt d'aucun propriétaire de voir son bien se dégrader dans le temps, de perdre de la valeur aussi, parce que on voit bien aujourd'hui que la performance énergétique, c'est un argument important dans la valorisation d'un bien. Même si l'aspect coup de cœur dans le monde de l'immobilier existe toujours, l'aspect performance énergétique est devenu un critère décisionnel fort. Voilà pour ce que je peux dire sur la relation entre l'audit, le DPE et le plan pluriannuel de travaux. Ouais. Je vous fais rebondir, Coralie, sur ce que disait Julien sur la partie aide et subvention suite aux travaux, parce que effectivement, ça c'est un sujet important. Et je crois qu'il y a aussi encore, il y a les certifications RGE qui ont des impacts, c'est-à-dire oui, que sur ces aides-là. C'est notamment quand on veut faire une demande de certificat d'économie d'énergie sur de la rénovation globale. Il faut absolument en amont, alors avant d'avoir commencé quoi que ce soit, il faut faire réaliser un audit énergétique par un bureau d'études ou un diagnostiqueur certifié RGE. Sans cette certification, on ne pourra pas prétendre à la rénovation globale. Je crois que ADX est certifié d'ailleurs RGE. Ouais. On a une petite latence qui peut préciser, Julien, c'est le cas? Ouais, on a la qualification RGE. Voilà. Il y a une question alors technique. Hein, là, on prend aussi des questions techniques de Brigitte qui dit voilà, nous on a une copropriété de 5 lots. Alors vous voyez, il y en a 4 qui sont dans un immeuble et une dans une maison. Alors comment je traite ça en termes de DPE individuel, DPE collectif? Est-ce que c'est des cas que vous avez, Coralie? Vous voyez, c'est Ouais, ça peut arriver. Ouais. Dans ce cas-là, on peut réaliser un DPE immeuble sur la partie qui est en immeuble, donc les 5 lots, et puis un DPE maison individuelle sur 4 lots, pardon, et puis DPE maison individuelle sur le dernier lot. Une question d'Astrid qui dit comment faire lorsque le propriétaire n'obtient pas les informations liées aux consommations énergétiques, élec, gaz, de la part du locataire. Effectivement, alors, oui.
Aujourd'hui, la consommation, les factures d'énergie des occupants ont beaucoup moins d'importance dans le DPE. Il va permettre aux diagnostiqueurs d'évaluer si ce qu'il a renseigné dans son DPE est cohérent ou pas avec la réalité. Après, voilà, on Ça a, n'empêche pas de faire le DPE, quoi. voilà, ça n'empêche pas de faire le DPE. Il faut vraiment prendre ces infos-là avec des pincettes, je dirais, parce qu'on ne connaît pas les habitudes de consommation des occupants. Donc la facture d'énergie des locataires qui chauffent à 25 degrés toute l'année, ça n'a pas forcément d'intérêt pour comparer avec le modèle thermique qui sera fait en 3CL. Ouais. Donc Une aujourd'hui, question. ça n'a plus réellement d'importance. C'est la grande modification de C'est ça. 2021. Hein. C'est ça. que tous les bâtiments d'avant 48 et tous les immeubles, logements collectifs sont faits en 3CL de manière à pouvoir les mettre tous sur le même piédestal. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler à nos auditeurs. Effectivement. Alors, une question technique. Allez, c'est sur les VMC, on voit que ça joue un rôle important. C'est quelle est l'influence de la date de VMC sur le DPE? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Alors, répondre? Alors ça c'est technique, ça c'est aussi. ça va jouer principalement. On sait aujourd'hui là que la nouvelle méthode de calcul 3CL est sur les 5 postes, et dans les 5 postes, on a la consommation des auxiliaires. Dans les auxiliaires, il y a les ventilateurs qui permettent de faire fonctionner la VMC. Donc ça va jouer essentiellement là-dessus, sur la consommation du ventilateur. Je voyais qu'on parlait un petit peu plus haut dans le chat des coefficients de conversion d'énergie primaire. On a toujours un coefficient de conversion d'énergie entre énergie finale et énergie primaire de 2,30 pour l'électricité. Et typiquement, la consommation de notre ventilateur de VMC va être multipliée par 2,30 pour avoir la note du DPE. Donc ça va jouer là-dessus. Sur un moteur qui est plus ancien, va être considéré consommer plus qu'un moteur qui est récent. Ouais. En pourcentage, on peut donner une idée de ce que ça représente, Quentin, dans les calculs, non? Je sais pas exactement le pourcentage. Ouais. Bon, c'était une question un peu complexe. Non, par contre, je propose, Xavier, si tu es d'accord, qu'on reste sur nos histoires de coefficients de conversion, puisqu'il y avait justement une question sur les deux méthodes 3CL et THCX, où a priori il y aurait deux coefficients différents pour les HEC. Oui, ouais, tout à Allons-y. fait. On va passer La question. méthode THCX, elle est de mémoire de 2008. Elle n'a pas bougé depuis 2008. Donc, on est toujours sur notre coefficient énergie primaire de 2,58. Quand le DPE, depuis 2021, la refonte du DPE, le coefficient d'énergie primaire est descendu à 2,3. Donc, on a une différence là-dessus entre les deux méthodes, effectivement. Oui, c'était Maxime qui disait j'ai gagné pour répondre à ma question. Voilà, c'est fait, Maxime. Oui, c'était Max qui avait gagné et qui a eu le plus de points. Alors, est-ce qu'il y avait il y a d'autres questions? Là, j'essaye de les prendre. Comment s'articule un DPE d'un immeuble entier avec un DPE par appartement? Quelles peuvent être les différences de classement? Alors voilà, on fait appel un peu à votre expérience, la Coralie ou Julien. DPE Là, pour le collectif. coup, c'est plutôt Quentin. Là, on est vraiment dans la Quentin. technique. Quentin. Alors allez-y. Alors Quentin. Alors là, pour le coup, effectivement, le DPE immeuble, enfin, les logements vont être classés différemment en fonction de leur emplacement dans l'immeuble, à savoir s'ils sont en étage courant, en dernier étage, en fonction de leur exposition, etc. Donc, il peut y avoir des différences de notation entre deux appartements dans la même résidence. Oui. On a une question de Michel qui dit effectivement, alors là, ça c'est. Alors c'est peut-être pas pour le cas pour vous, Coralie, là c'est peut-être plus pour les copropriétés, les chaudières individuelles gaz, effectivement, il y en a certains qui changent les chaudières à différents moments. Mais ça vaut aussi pour les fenêtres, hein, ça peut arriver peut-être. D'ailleurs, vous, Coralie, vous avez peut-être des cas où vous avez fait des travaux
des doubles vitrages sur certaines fenêtres et pas sur tout le bâtiment. Donc, comment on gère finalement ces différences de travaux sur les. Je crois que ça porte un nom, ça porte les travaux individuels d'intérêt collectif ou mais enfin quand on a des copropriétaires qui ont fait des travaux différents par logement. Ouais, c'est plus sur les copros, je pense, parce que nous, Ouais. bon, en tant que propriétaire, quand on Ouais. intervient dans un immeuble, on va faire tout le bâtiment en entier. Par contre, oui, sur les copros, il peut y avoir des propriétaires effectivement qui changent certains équipements et pas d'autres. Alors après, Ouais. moi, je gère pas trop les copros. Ouais. Non, et là, pour le coup, ça va amener aussi à des notes différentes d'un appartement à l'autre, hein, forcément. Donc, du coup, on a un caractère, si je peux compléter, on a un caractère homogène ou pas, que le diagnostiqueur va caractériser lors de sa première intervention. Et donc, si il s'aperçoit que les fenêtres sont différentes, que les chaudières sont différentes, et bien du coup, il va devoir réévaluer sa stratégie d'échantillonnage et aller visiter l'ensemble des logements. Et en effet, en général, on trouve ça plutôt dans les copropriétés, puisque chaque propriétaire individuel fait ses travaux à l'intérieur. Une question de Raphaël qui parle là sur la partie qualité état du logement, de l'isolant. Est-ce que le logiciel intègre quelque chose qui dit cet isolant est en bon état ou en mauvais état, en dehors de l'épaisseur? Là, je vois Coralie Alors, Je pense pas. Non. non. Je crois que ça nous est arrivé une fois, donc c'est pour ça. Effectivement, ouais. Mm. Non, le logiciel l'intègre pas. En revanche, le diagnostiqueur a son rôle à jouer là-dessus, c'est-à-dire il doit identifier quand il repère des pathologies du bâtiment, de l'humidité, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi un isolant qui est mal posé. Il doit le signaler dans son DPE. Mais en tout cas, ça influence pas la note. Ah, sauf si je peux permettre de compléter, sauf si par exemple dans les combles perdus, les personnes ont marché et donc là on se retrouve avec 2 cm d'isolant. Évidemment, si on a une facture d'un R égale 5, on mettra pas un R égale 5, mais on mettra 2 cm. Exactement. Ah oui, donc on peut aller contre la facture si on constate que finalement on n'a pas le même isolant parce qu'il a été dégradé. Ouais. C'est toujours ce qui est observé in situ qui va primer, hein. Donc oui, on peut aller contre la facture. Il y avait autre chose que vous aviez d'autres diapos. Quentin, est-ce qu'on les présente ou pas? Vous les aviez supprimés, hein, c'est ça? Sur la partie. Oui, ça n'avait pas forcément d'intérêt là pour aujourd'hui. D'accord, donc elles ont été supprimées. Alors, si on en arrive bientôt à la fin de cette Je vais conférence, répondre, Xavier, si Julien, tu oui. veux bien, à Nicolas Sauvage, parce que Ouais. je viens de répondre à sa question, mais il ne l'a pas vu. Dans le cadre d'une maison individuelle avec une copropriété par le sol, c'est donc bien un lot individuel. La copropriété, elle n'est pas sur le bâti, elle est sur le terrain. Donc, il y a bien un audit réglementaire à réaliser sur la maison individuelle. C'est la spécificité de la copro horizontale, c'est que la copropriété n'est pas sur le bâti, mais sur le terrain. Donc, le logement est bien un lot individuel. Donc, pour moi, on rentre bien dans le caractère obligatoire de l'audit réglementaire. Oui, vous en avez beaucoup, Coralie, de maisons comme ça en copropriété horizontale? Non, pas sur votre Non, ça me parle pas. sur votre patrimoine. Hein. Vous êtes en logement, donc c'est bailleur, hein, donc ça vous concerne pas, mais il peut y avoir aussi quand même vous, Coralie, en tant que bailleur, vous avez des fois aussi des logements qui sont dans des copropriétés. Ah Vous oui, avez on pas en a. Oui, tout à fait. Ça représente quelle partie de votre patrimoine? Non? Et donc là pour ces cas-là, c'est peut-être plus difficile pour vous à traiter hein, en termes d'information parce que vous avez peut-être encore moins d'informations. J'ai une collègue qui s'occupe très bien de ça et on a un service justement pour tout ce qui est copropriété. Oui. Donc, ça va être eux qui vont gérer ça. Est-ce que Coralie, du fait de on voit de l'impact qu'il y a pour vous en termes de travaux, du coup vous avez mis en place des nouvelles solutions logicielles pour pouvoir
garder toutes ces données, les mettre en cohérence par rapport aux appartements. Là, on est en train de travailler sur un logiciel de base de données fiable. Donc, effectivement, là, c'est en train de se mettre en place chez Podelia. Là, pour l'instant, on est encore dans les ateliers de mise en place, mais effectivement, on va avoir un logiciel qui va récupérer toutes nos données que l'on pourra mettre à jour et sur lequel j'aurai aussi toute une partie diagnostique qui sont rattachés. Donc, aujourd'hui, on n'en a pas, mais ça va aller en s'améliorant. Une question de Dimitri, allez, je la prends là, qui concerne Philippe. Que pense la DHUP du clivage des diagnostiqueurs que ceux qui démontent les prises pour vérifier l'isolant et ceux qui disent que cela ne fait pas partie de notre travail? Alors, je n'aurais jamais posé la question, mais le guide CEREMA est assez clair sur le sujet. Le diagnostiqueur doit démonter les prises. En effet, nous, ADX Group, on a fait passer des habilitations électriques spécifiques aux diagnostiqueurs énergétiques pour pouvoir le réaliser. Donc, oui. Ah oui, donc il a fallu aller au-delà des formations pour que et des qualifications pour pouvoir réaliser certains types de prestations. Ouais. Ben ouais, parce que il y a un risque électrique et on peut pas, en tant qu'employeur, on peut pas le négliger. Donc, il a fallu former les opérateurs sur ce sujet. Ouais. Est-ce que ce DPE nouvelle version pour qu'il soit fiable, ça a impliqué aussi d'autres types de formations que l'habilitation électrique ou d'autres types de compétences? C'est finalement des effets de bord, hein, pour les diagnostiqueurs. Non. Habilitation électrique, évidemment, tout ce qui est connaissance du bâtiment en général est assez poussé. Donc, une personne qui arrive chez nous a 4 jours de formation sur les connaissances générales du bâti, qui viennent du bâti ou pas du bâti, de manière à ce qu'on ait vraiment un socle commun assez solide. Et on leur fait passer un examen à la fin de ceci pour voir s'ils ont atteint le niveau souhaité. Julien, on voit que effectivement, pour fiabiliser ce DPE, puisque c'est un impact, l'impact des données, c'était le thème de la conférence sur l'étiquette et sur les travaux de rénovation, on voit que le métier du diagnostiqueur évolue et la relation qu'a le diagnostiqueur ici également avec son client. Est-ce que pour vous, ça change les processus que vous avez dans les discussions avec vos clients? Alors, ça change pas le processus en tant que tel. Par contre, ça contribue à avoir des relations plus dans le partenariat que dans la consommation simple de diagnostic. Pour moi, l'évolution la plus notable, mais elle a commencé aussi avec l'évolution du repérage à long terme en travaux, c'est que on est peut-être passé d'une ère où on avait des clients qui se donnaient bonne conscience d'un point de vue réglementaire en achetant du rapport, à une ère où les rapports sont lus, critiqués, partagés, échangés, et ça contribue à faire grandir l'ensemble de la profession. Et pour nos collaborateurs, c'est d'autant plus souhaitable que leur rapport soit lu. Mais blague à part, c'est là-dessus que je vois la plus grande évolution. C'est qu'effectivement, on sort du diagnostic bête et méchant, où on avait quelques cases à cocher et puis on rendait un rapport, à l'accompagnement suite à ce rapport. Nos clients nous sollicitent de plus en plus pour justement savoir ce qu'on fait à l'issue. On a beaucoup parlé du DPE, mais ça a été vrai aussi avec les LEC et le gaz, qui sont 2 diacs qui ont su évoluer dans le temps. Et derrière, quand on fait des précos, quand on indique des anomalies, on a de plus en plus de questions sur l'étape d'après, que dois-je faire? Donc non, ça contribue largement à professionnaliser tout le monde. Je vais quand même rebondir sur une question qui, je pense, est complètement dans le sujet d'aujourd'hui et à laquelle on n'a pas répondu, et je vais laisser Quentin répondre. C'est les postes les plus impactants pour la note DPE. Et je pense que c'est le message aujourd'hui sur la fiabilisation. C'est, Quentin, si tu peux juste dire, peut-être par ordre décroissant, du plus important au moins important, ce qui impacte le plus un DPE aujourd'hui en termes de documents.
Dans ce qui est le plus impactant aujourd'hui, c'était un peu l'objet, moi, de mes cas concrets, mais c'est ce qu'on peut pas, c'est ce que le diagnostiqueur peut pas réellement aussi bien, enfin, il ne peut pas vérifier sur site, à savoir un isolant derrière un doublage. Je pense aujourd'hui, là, c'est vraiment le nerf de la guerre sur nos diagnostics, c'est savoir si on a de l'isolant et combien on en a. Et c'est ce qui impacte le plus aujourd'hui la note des DPE. Derrière, l'année d'installation d'une chaudière, on peut assez facilement, dans 90% des cas, la retrouver. L'isolation des combles quand on a accès aux combles, bon, c'est assez simple à vérifier. Le double vitrage, etc. C'est des choses qu'on peut contrôler facilement. Mais voilà, toutes ces choses-là, typiquement l'isolant derrière un doublage, c'est ce qui va impacter fortement la note quand on n'a pas d'infos. Ça, et puis Isolation des ce que planchers j'expliquais bas aussi, aussi, parce que en je fonction sais de l'année qu'on de a. construction, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc l'année de construction, très très important, Donc, on n'y pense pas. ouais. Et si on a la mauvaise année de construction, tous les inconnus qu'on va saisir vont se mettre sur l'année de construction qui pourra être mal évaluée. Et Donc, Coralie, il y a des bâtiments où vous avez encore un doute sur l'année de construction? Oui. Ah oui, Ouais. donc c'est. Alors il y a eu une petite remarque d'une personne qui j'ai vu qui dans le chat qui a dit oui, on peut retrouver sur un site, peut-être on le Ah retrouve. oui, j'ai Voilà, vu ça. IGN remonter le temps qui permet effectivement de retrouver les. Alors je sais pas la fiabilité de Ouais, c'est cette ça. info, mais Non, qui permet ça de peut être retrouver les un informations. outil, mais effectivement, ça fonctionne pas dans tous les cas. Ouais. Et Ah, Quentin connaissait, oui. ouais. Très mais pratique. Ça vaut le coup d'aller se promener d'ailleurs. Oui, donc alors on non, peut. mais c'est vrai que sur l'année de construction, quand on travaille avec des bailleurs sociaux, Coralie le disait tout à l'heure, on est dans le cas souvent où il y a eu des rachats de patrimoine. C'est Et ça. pour le coup, alors souvent toutes les infos sont pas passées et la date qu'a le bailleur social, c'est la date d'entrée au patrimoine, pas forcément la date de construction du bâtiment. Et donc c'est là-dessus qu'on a un peu de mal aussi à récupérer la bonne info. Voilà, on arrive au terme de cette conférence. À moins que Juste pour Julien, clore, une autre s'il question. te plaît, Xavier, moi, il y a Oui. quand même une question qui m'interpelle et je vais solliciter Philippe parce qu'elle est très importante. C'est notre avis sur le moratoire demandé pour le bâti d'avant 48. Et si, de mon point de vue, il reste une faiblesse sur le DPE, c'est peut-être le patrimoine ancien qui n'est pas toujours facile à valoriser, notamment au niveau de son inertie, mais je vais peut-être plutôt laisser Philippe juste prendre 2 secondes pour en parler. Bah écoute, moi je vais un petit peu aller à l'encontre de ce que tu dis. Je trouve que Ah, c'est une très bonne chose parce que le diagnostiqueur sur les avant 48 avait pris l'habitude et les clients aussi et donneurs d'ordre de faire des DPE à zéro où bizarrement plus personne trouvait rien comme facture. Donc non, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors techniquement, il y a des choses à redire, certainement. Mais au moins, ça nous permet d'avoir une note pour chaque logement et de pouvoir comparer les logements entre eux. ah ouais, non, mais je n'avais pas en tête que c'était revenir à l'ancienne méthode. C'était plutôt parfaire le mode de calcul en prenant en compte le bâti ancien, peut-être un peu mieux. On peut rappeler le moratoire, là, finalement, le contexte, peut-être Julien Et bah, du coup, il faut que je le revérifie parce que j'avoue que. ou Philippe, il y a quelqu'un qui. Ah, je pense que l'auditeur veut parler du fait que les bâtiments d'avant 48 avant étaient traités en surfacture et maintenant le sont en Non, 3C. non, c'est bon, j'ai retrouvé le moratoire. En fait, c'est la suspension de la loi climat et résilience au bâti d'avant 48. C'est-à-dire Oui, qu'il ne serait pas concerné par la loi climat et résilience. ouais, Donc, j'étais à côté. voilà. Mais c'est pas grave. On en a discuté quand même de ce sujet des immeubles avant 48 parce que c'est un cas concret qu'il fallait traiter. Euh, voilà, merci à toutes et tous ça fait 1 heure et demie, hein, chers conférenciers, qu'on est ensemble. Je sais qu'on pourrait en discuter encore longuement. Merci Philippe, merci Quentin, merci Julien
Et grand merci à vous, Coralie. C'est toujours un grand plaisir d'avoir la maîtrise d'ouvrage qui à nos conférences pour donner le point de vue de la personne qui est propriétaire des bâtiments et puis qui réalise tout ça et qui a la vision des travaux. Et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec vous.